Vendredi matin, tu arrives au travail, puis à peine entré à la réception, tu es interpellé par une jeune fille qui n'a absolument à te remettre son CV en personne. Elle vous dit à quel point elle rêve de venir travailler pour votre entreprise, dont elle a entendu parler avec tellement de bien. Avant de passer à votre bureau, vous arrêtez voir le chef d'équipe pour prendre des nouvelles du petit nouveau. Et il vous confirme qu'encore une fois, vous avez embauché une superstar. Ils ont même déjà référé 2 amis pour venir travailler chez vous. Sur votre bureau, une carte de remerciement avec une boîte de chocolat, provenant d'un candidat reçu en entrevue plus tôt cette semaine. Dans votre boîte vocale, 2 messages de candidats qui réitèrent leur intérêt à venir travailler chez vous. Et dans votre boîte de courriel, 3 candidatures spontanées, et ce, même si vous avez cessé d'afficher vos postes à l'externe depuis déjà plusieurs mois. Ça ressemble-t-il à ça? Il fait déjà la conférence, c'est la main. Mon Dieu. Il ne laisse pas sortir souvent. Comme on me l'a dit, je suis conférencier international. J'ai donné des conférences à Marrakech, Riviera Maya, Maniwaki. Auteur de 5 ouvrages traduits en 4 langues, dont les best-sellers Génération Y et Générer l'engagement au travail. Et c'est pas que je veux me vanter, là, mais à peine 1 an après avoir eu le poste que je méritais, directeur des opérations pour une grosse imprimerie commerciale, j'ai été couronné le king du taux de roulement. Dans un de mes départements, j'ai perdu 2/3 de mon staff en 1 an. C'était moi le king. Et juste comme je commençais à mettre les choses en place, mon patron a décidé de me nommer directeur de la qualité. C'est une imprimerie. On imprime en couleur. Je suis daltonien. Pas besoin de vous dire, il fallait que je trouve des moyens pour arrêter de perdre mon staff rapidement, surtout que la philosophie du grand patron chez nous, c'était quand l'employé fait une erreur, on passe par-dessus. Et quand il en fait une deuxième, on y passe dessus. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux entreprises qui gagnent des prix d'excellence en ressources humaines, sociétés mieux gérées, employeurs de choix. Et donc, ce que je vais partager avec vous, c'est les meilleures pratiques de plein d'entreprises qui ont trouvé des moyens de se démarquer pour être un employeur de choix, mais aussi les moyens que j'ai utilisés pour réduire mon taux de roulement de 50 %. Donc, au programme ensemble, on va voir comment on peut se démarquer sur le marché de l'emploi, c'est quoi les 7 bassins de recrutement qui sont négligés dans lesquels on peut aller piger, l'entrevue de sélection qui fait « wow », trouver la perle rare en 7 secondes grâce à Internet et comment présenter une offre d'emploi irrésistible. Ça vous convient? Oui, parce qu'il y a pas d'autre. Ça va bien? Sinon, on arrête. Alors, on va voir c'est quoi les 3 piliers de recrutement efficace. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'inspirer vraiment du marketing pour adapter ces concepts-là aux ressources humaines. Donc, les 3 piliers d'une marque, une stratégie de recrutement efficace, premièrement, c'est d'avoir une offre unique. Vous avez une expérience de travail avant. Les gens ne se cherchent plus du travail, ils cherchent à vivre des expériences. Donc, comment je peux me positionner comme employeur pour être unique? Unique, ça ne veut pas dire extraordinaire, ça veut dire différent. Deuxièmement, c'est qui les clients potentiels qui seraient intéressés à acheter cette offre-là? Donc, c'est qui les candidats qui seraient potentiellement à cibler pour venir chez nous? Et finalement, quels sont les meilleurs moyens pour rejoindre ces gens-là qu'on va avoir ciblés? Donc, offre unique, candidat ciblé et moyens adaptés, une expérience à vendre à des clients potentiels et comment on va les rejoindre. Alors, l'offre unique, qu'est-ce que c'est? Bon, on a aussi quelques postes à temps partiel disponibles pour ceux qui veulent seulement travailler 60 ou 80 heures par semaine. Pourquoi j'irais travailler chez vous? Supposons que moi, je suis un chercheur d'emploi puis vous avez à me convaincre. C'est quoi vos arguments là, pour convaincre les gens de travailler chez vous? Mon Dieu, vous êtes convaincant. Horaire de travail flexible, télétravail, je travaille dans un temps. C'est bon, j'aime ça. Quoi d'autre? Les valeurs d'entreprise, OK, oui. L'ambiance, c'est l'ambiance au travail, excellent. Ouais, ça va. Comment? Le salaire. Ben oui, il y en a qui sont timides d'en parler, mais oui. Conciliation travail-famille. Conciliation travail-famille, effectivement. Les défis, oui. La mission, la raison d'être. Tu sais, il y a un paquet de raisons. En fait, il y a une vingtaine de raisons principales
pour lesquelles les gens choisissent de venir travailler chez vous. Donc, l'important, c'est de comprendre, moi, mon entreprise, où je me démarque des autres dans ces éléments-là. Donc, les premiers éléments qu'on a, c'est au niveau de l'environnement organisationnel. La rémunération, on en a parlé. La réputation de l'entreprise, la localisation, le fait de travailler à l'extérieur, un aménagement de travail qui est stimulant, la qualité des produits ou des services. Donc, ça peut être ça qui vous démarque des autres. Ça peut être au niveau de l'environnement humain. Donc, les initiatives de santé et bien-être, les valeurs, on en a parlé, l'encadrement ou la relation avec mon superviseur, les possibilités d'avancement ou les défis. Ça peut être aussi au niveau du support à la tâche. Fait que ça peut être la sécurité, la protection de nos travailleurs. On a des tâches qui sont bien définies, une charge de travail qui est adéquate, des tâches qui sont variées, un horaire adapté, l'adéquation à mes habiletés à faire la job, ou ça peut être le travail en tant que tel, l'impact de mon travail sur les gens, l'implication que j'ai dans les décisions que je peux prendre, la formation que je vais recevoir, la technologie et l'ergonomie qu'on va me fournir pour faire mes tâches comme il faut. Donc, on a vraiment une vingtaine de grandes catégories. Puis donc, votre travail, c'est de voir parmi ces 20-là, où est-ce que moi, je me différencie et je me distingue des autres? Est-ce que c'est, par exemple, au niveau de l'ambiance de travail? Si ce n'est pas ça chez vous, faites-nous pas croire que c'est ça. Peut-être que ce n'est pas l'ambiance, peut-être que c'est la job en tant que telle qui est spéciale chez vous. Ça a l'air pas mal de fun, ça. Hein? Alors, si ce n'est pas ça, puis des fois, on n'a pas des tâches qui sont nécessairement faciles à vendre. Donc, l'important, c'est de respecter aussi la promesse. Si tu veux engager un lifeguard pour travailler aux Jeux olympiques, ça se peut que ça soit plate. L'autre jour, il y a un pharmacien qui me dit, tu sais, Stéphane, nous autres, c'est pas évident parce que nos pharmacies sont ouvertes 24 heures, 7 jours. Puis, tu sais, si on affiche ça sur le site Web, c'est sûr que les gens ne postuleront pas chez nous. Mais moi, j'ai demandé, quand est-ce que tu vas leur dire? C'est ça ta réalité. Donc, essaie pas de la cacher. Regarde où tu peux te différencier des autres. Regarde où sont les irritants. Essaie de prévoir comment tu peux minimiser ces irritants-là, mais sois honnête et transparent. Affirme-toi comme employeur, comme tu es, avec tes forces et tes faiblesses. C'est ça qui va te rendre unique. C'est ça qui va te rendre différent des autres. Joignez notre équipe dynamique, là. Arrêtez-moi ça, là. Regarde, je ne suis plus capable, là. Tout le monde dit ça, là. Soyez différents. Deuxième étape, c'est de cibler les bons candidats. Donc, quel genre de candidat vous voulez avoir chez vous? On cherche quelqu'un avec la sagesse d'un boomer, l'expérience d'un X, l'énergie d'un Y et les attentes salariales d'un Z. Bonne chance. Alors, quel genre de profil vous voulez? Celui-là ou celui-là? Ça dépend pourquoi. Là, je sais qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est vraiment Stéphane à gauche? Non, mais c'est à droite, il y a des qualités aussi. Là, je sais pas, il y a une belle estime de soi, il y a des fois, on cherche quelque chose qui n'existe pas. Puis des fois, on cherche quelque chose qu'on n'a pas besoin. Tu sais, peut-être que le profil de droite, c'est le profil qu'on a besoin pour la culture qu'on a, le style d'organisation, la tâche qu'on a. C'est important de savoir qui on va cibler. C'est une approche marketing, donc c'est qui mon client potentiel qui va bien fitter chez nous. Comment on va faire ça? Comment on va faire pour comprendre ça? D'après vous autres? Comment on va faire pour décrypter de quel profil on a besoin? Définir les besoins, effectivement. Oui. Quoi d'autre? Oui, bien connaître notre organisation, justement, regarder c'est quoi l'offre qu'on a proposée. Fait qu'on a un besoin pour une tâche, on a une offre. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour connaître vraiment, là, décrypter c'est qui ces individus-là qu'on va attirer chez nous, oui? Ben oui! On va voir ceux qui performent déjà bien, puis on va leur poser la question. Vous êtes chanceux, vous n'avez pas besoin de faire une enquête marketing auprès de clients potentiels qui voudraient acheter votre truc. Vous avez chez vous des gens qui sont performants. Donc, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une matrice, une grille de cheminement comme ça, c'est très simple, avec 2 axes, attitude et aptitude.
Et vous positionnez votre équipe là-dessus. Si vous en avez plus qu'une vingtaine, vous pouvez prendre une grille par poste ou une grille par localisation, c'est comme vous voulez. Et on positionne tout le monde là-dessus basé sur 2 critères, l'attitude et les aptitudes ou les compétences. Et qu'est-ce qu'on fait? On va s'intéresser à ces gens-là qui sont en haut à droite, qui sont déjà performants chez vous. C'est un bon fit. C'est le bon profil dans la bonne organisation au bon moment dans sa vie. Si vous en avez beaucoup, commencez avec votre top 3. Puis vous allez voir la réaction des gens quand on dit « Écoute, bientôt, je vais avoir d'autres gens à recruter pour se joindre à nous autres. Tu fais partie de nos performants. J'aimerais savoir ton avis. » Oh, juste ça, là, déjà, il y a un impact en partant. Donc, qu'est-ce qu'on va leur poser comme question à ces gens-là? On a une discussion informelle avec ces gens-là. On va décrypter. C'est pas besoin d'être un meeting bien structuré, là. Donc, première question, qu'est-ce qui t'a attiré ici au début? Pourquoi moi, je veux savoir qu'est-ce qui a attiré un de mes performants au début chez nous? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là? Pardon? Oui, savoir ce qui différencie. Puis il faut valider ton offre, c'est effectivement comment elle se différencie des autres. Quelle autre information aussi que ça va vous permettre d'avoir, ça? Qu'est-ce qui a attiré un performant chez vous? Qu'est-ce que je vais faire avec cette information-là? Bien oui, comment en attirer un autre? Vous êtes allé à la pêche avec un genre d'hameçon comme ça qui a attrapé un beau poisson. Bien, peut-être que si je retourne avec le même genre d'hameçon, peut-être que je vais réussir à accrocher un autre performant comme ça. Deuxième question, qu'est-ce que tu penses faire mieux que la moyenne? Qu'est-ce qu'un superviseur peut faire avec cette information-là? J'ai un performant, je lui demande qu'est-ce que tu fais mieux que la moyenne, il me répond. Qu'est-ce que je vais faire avec cette information-là? Pardon? Partager l'info avec ses collègues. Donc, partager ses connaissances, son info, fait que peut-être qu'il peut devenir un coach, un mentor, une référence pour cette chose-là, effectivement. Donc, offrir de l'encadrement par rapport à ça. Et quoi d'autre? Adapter nos façons de faire pour? Par exemple, le performant a souvent des techniques qui vont aller plus rapidement. Oui. Qui permettent de mieux performer. Donc, lui, il est performant là-dedans. Donc, moi, ma job, ça va être quoi? Ça va être de m'assurer qu'à tous les jours, il peut mettre à profit ses forces. À la place d'essayer d'y montrer des patentes qui n'est pas bon puis que ça ne tente pas, je vais lui faire des affaires qui est bon dedans. Il est dans sa zone, il est dans sa bulle, c'est cool, ça va vite, je suis efficace, ça roule. Pour être mobilisé au travail, là, c'est simple, la mobilisation, ce n'est pas le sujet de la conférence de ce matin, mais c'est 3 choses de mobilisation. Connaître les attentes de son boss, utiliser ses forces au quotidien, pour recevoir une tape dans le dos quand on fait un bon coup. Donc, si on veut mobiliser les gens, il faut que les gens puissent à tous les jours mettre à contribution leurs forces. Donc, si je pose la question à mes performants, puis je sais c'est quoi ses forces, j'y en fais faire au maximum, puis je fais partager ça avec ses collègues. Avec quel genre de personnes tu préfères collaborer? On a des gens performants, donc on veut savoir avec quel genre de... on ne veut pas baisser son niveau de performance en y mettant quelqu'un dans ses pattes qui n'est pas performant. Puis, je le fais cet exercice-là avec des entreprises, puis il y a des performants qui me disent moi, donne-moi pas quelqu'un là, qui n'a pas d'initiative, qui n'a pas de drive, parce que moi, là, ça va baisser mon énergie, puis je ne veux pas ça. Donc, c'est important de savoir cette information-là. Qu'est-ce qui te rend fier de ta journée? Ce qui rend fier les gens en fin de journée, là, c'est très, très personnel. Mais si je ne le sais pas, moi, ce qui rend fier mon performant, comment je peux le reconnaître? L'autre jour, je suis dans un atelier de soudure. On fait la tournée dans le shop, on pose des questions aux gars et aux filles. Qu'est-ce qui te rend fier de ton travail? Qu'est-ce que tu aimes? Il y en a un qui dit moi, Stéphane, ce qui me rend fier, là, c'est quand le rack dans le fond de là-bas, là, il est plein. Tu sais? Je dis OK, bien, explique-moi. Bien, dis-moi, je fais du pré-assemblage. Fait que moi, je mets des composantes ensemble, je mets ça dans un rack. Puis à la fin de la journée, je check le rack. Puis quand le rack est plein, bien, moi, je suis fier. Parce que je sais que mes chums ne manqueront pas d'ouvrage, puis moi, ça a été une bonne journée. L'autre, il me dit, c'est les rayons X. Je dis, il est peut-être malade, je ne sais pas. Là, il dit, non, Stéphane, en soudure, pour checker la qualité d'un travail, tu mets ça dans une machine à rayons X, puis quand ça passe, bien, ça tombe dans la pile verte, puis quand ça ne passe pas, ça va dans la pile rouge. Fait que moi, à la fin de la journée, quand ma pile verte est full, bien, c'est parfait, je suis content. Donc, moi, si je suis un superviseur, puis je me promène dans l'usine, puis j'arrive à côté de lui, puis je dis, hey, salut, comment ça va? Tu passes une belle journée? Je suis content, tu as l'air en forme. Je n'ai pas parlé de sa pile rouge puis sa pile verte. Là. J'ai manqué une occasion. Je sais que c'est ça qui le rend fier. Je regarde sa pile, je dis, tabarnouche, j'ai été en feu, man, ça va bien aujourd'hui? Toutes des verres. Hein? Fait que c'est ça, c'est ces occasions manquées-là, des fois, qu'on n'a pas parce qu'on n'a juste pas posé la question à ces performants-là. Comment tu aimerais être reconnu? Quelle sorte de reconnaissance tu vas avoir? Quel mode de communication tu privilégies? Est-ce que tu veux qu'on se voit tous les matins? Veux-tu que je te laisse dans ta bulle? Veux-tu qu'on se fasse un meeting une fois par mois? Comment tu veux qu'on dise ça? C'est des performants. C'est des gens qui drivent peut-être 80 % de vos résultats chez vous.
Donc, il faut s'intéresser à ces gens-là. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais le patron? Ça demande un peu d'humilité quand même. Je te mettrais à la porte. Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi tu ne pars pas? Tu ne peux pas formuler de même. C'est encore là. Qu'est-ce qui fait que tu restes chez nous? Et qu'est-ce qui, si jamais ça changeait, ça t'inciterait peut-être à quitter? Des fois, comme gestionnaire, on prend des décisions. C'est correct de prendre des décisions, mais quand on sait que cette décision-là va avoir un impact sur une performance, on s'entend-tu que peut-être la décision finale va être différente? Si je ne sais pas, moi, ce qui retient les gens chez nous, si pour un, la conciliation travail-vie personnelle, c'est son enjeu numéro un, parce que chez son ancien employeur, il préférait avoir son horaire de vente, depuis qu'il est chez nous, il a son horaire 3 semaines à l'avance, il est super content. Et si je me mets à changer les horaires à la dernière minute, bien là, je vais peut-être irriter un peu. Je vous présente 7 bassins de recrutement négligés. On a identifié notre profil, on a regardé nos performants, on sait un peu plus le genre qu'on recherche maintenant, où on va aller pêcher ces petits poissons-là. Donc, c'est des bassins qui sont négligés. Donc, nécessairement, il y a des obstacles. Si tu vas pêcher à une place que tout le monde va pêcher, c'est facile. Il y a peut-être un poisson si tu réussis à aller dans un endroit où il y a des obstacles. Donc, c'est normal. Premier bassin, les petits vieux. Y en a-t-il qui embauchent des petits vieux ici? Oui, il y a pas mal. Puis, sont-ils corrects, nos petits vieux? Oui. C'est quoi? Ça serait une bonne qualité? Oui. Ils sont travaillants. Ils ne veulent pas nécessairement travailler tous à temps plein, c'est correct. Donc, il y a un horaire peut-être flexible. Peut-être qu'ils veulent travailler plus l'hiver parce que l'été, ils vont avoir congé pour jouer au golf. Peut-être qu'ils veulent prendre un mois l'hiver, ils vont pas être dans le sud, puis ils vont aller travailler chez eux. Ça demande de la flexibilité un peu. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Souvent, c'est des gens qui reviennent sur le marché du travail par amour, par passion pour un sujet. Le gars, je ne sais pas, mais il était content toute sa vie, des trucs sur l'horticulture, donc il va travailler dans un centre jardin. Donc, tu sais, c'est comme une nouvelle carrière pour ces gens-là. C'est des gens souvent qui sont motivés, qui veulent travailler par choix. Alors, on va aller recruter ces gens-là à différents endroits. mainlove50plus.com. C'est un site 100% gratuit, vous pouvez afficher et recruter des gens. Il n'y a pas l'air à comprendre trop. Ah, il parle! Ou encore emploi-retraite.ca. Non, ce n'est pas une agence de rencontre. Donc, vous avez 2 endroits où vous pouvez aller recruter pour ce genre de bassin-là. Le deuxième bassin, c'est les immigrants. On entend beaucoup parler là, des délégations d'entreprises qui s'en vont en France, puis tout ça. Puis il y a déjà des gens ici qui se cherchent du travail, des nouveaux immigrants. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller recruter à l'étranger. J'ai plein de clients qui vont recruter des soudeurs dans toutes sortes de pays du monde, puis c'est correct, je peux comprendre ça. Mais il y a plusieurs milliers de personnes présentement qui sont déjà au Québec et qui se cherchent du travail, qui sont issus de l'immigration, c'est des nouveaux arrivants. Donc, malheureusement, historiquement, le taux de chômage est toujours plus élevé chez les immigrants. C'est la statistique de 2016, mais la tendance reste, puis qu'on prend des données sur le chômage. Les immigrants ont un taux de chômage plus élevé que les gens de souche pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, compétences non reconnues, malheureusement, encore aussi des préjugés négatifs sur certaines nationalités. Donc, où on peut aller chercher ces gens-là? TCRI, c'est la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Il y a une vingtaine d'organismes qui sont regroupés dans le volet qui s'appelle le Rossini. Donc, si vous allez là, vous allez pouvoir voir ces organismes-là. Ils sont souvent dans les grands centres. Et en les contactant, ils vont déjà vous mettre en relation avec des gens qui pourraient venir travailler chez vous dès la semaine prochaine. C'est des gens qui sont déjà ici, donc vous n'avez pas à gérer l'aspect de la distance, les permis de travail, puis tout ça, donc c'est beaucoup plus simple. Et c'est des gens qui demandent juste à ça de travailler. Évidemment, si on va sur Emploi Québec, il y a toutes sortes de ressources qui sont disponibles, dont entre autres le programme d'aide à l'intégration, les minorités visibles en emploi, puis là, je vous montre ce que la Gaspésie fait, parce qu'évidemment, quand on pense immigrants, même si c'est un nouvel arrivant, c'est les grands centres.
Donc, pourquoi moi, qui vis à Montréal, par exemple, ou à Sherbrooke, ou à Gatineau, qui n'ai pas de voiture, je perdrais une journée de travail, je me louerais un véhicule, je paierais de l'essence pour possiblement faire une entrevue, pour éventuellement un jour peut-être avoir un job chez vous. Donc, il faut réfléchir à ça. Si on veut recruter ces gens-là, il faut voir c'est quoi les obstacles. Donc, la Gaspésie, ce qu'ils font, c'est un genre de truc comme ça. Donc, on offre une allocation logement, nourriture, déplacement, 400 $ aux Gaspésie, 150 aux îles. Saguenay-Lac-Saint-Jean fait le même genre d'initiative. Donc, ici, vous avez quand même ces régions-là aussi qui sont en concurrence avec vous autres, qui ne demandent pas mieux que de sortir les gens des grands centres. Mais même dans la Montérégie, qu'on soit à Sorel ou même Saint-Hyacinthe ou Bromont, déjà, pour quelqu'un de Montréal, de se déplacer là, ça peut être un obstacle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme entreprise pour dédommager les gens? Ça peut être une initiative concertée, mais ça peut être juste une initiative personnelle aussi. Bien, chez nous, on paye 20 $ pour ton déplacement si tu viens faire l'entrevue. Troisième bassin, les handicapés. Est-ce qu'il y en a qui embauchent des handicapés ici? Bravo, bravo. Donc, un regroupement, encore une fois, pour vous aider, le ROSEF, roseph.qc.ca. La beauté du ROSEF, c'est qu'ils connaissent leur clientèle par cœur. Donc, on a des handicaps physiques, des handicaps intellectuels. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent chez vous. Ils évaluent le poste, ils évaluent c'est quoi les besoins, les capacités. Ils vont voir si dans leur gang, il y a quelqu'un qui fitterait chez vous. Eux autres, leur mission, là, c'est pas de placer quelqu'un à tout prix. C'est de placer quelqu'un pour qu'il s'accomplisse et qu'il se réalise à long terme. Donc, vous avez un allié de premier choix. Ils vont même venir former vos superviseurs. Il y a un entrepôt pas loin d'ici, en quincaillerie, pour ne pas le nommer, qui en embauche beaucoup des handicapés comme ça. Et à un moment donné, ils ont eu un employé autiste. Donc, le superviseur, il dit, moi, je fais quoi avec ça? Je ne sais pas comment dealer avec ça. Donc, ils sont venus expliquer c'est quoi qui peut provoquer des crises, comment atténuer ça. Puis, donc, vous avez des ressources qui sont là pour vous aider, c'est gratuit. Travailleurs en formation. On pense évidemment les écoles, donc on peut penser aussi aux stagiaires. Donc là, on arrive bientôt dans la saison estivale, dans la saison des stages aussi. Donc, vous allez sur trouveunstage.com, vous avez des jeunes qui présentement se cherchent des stages, rémunérés ou pas. Vous pouvez aussi vous afficher là-dessus comme employeur. Et on a aussi les entreprises d'insertion. Alors, une entreprise d'insertion, c'est une entreprise école qui forme des gens qui ont eu un parcours de vie un peu difficile, des décrocheurs scolaires souvent, et on leur apprend un métier. On leur apprend aussi à collaborer, à travailler en équipe, à adresser des conflits par d'autres façons non violentes. Et l'idée, c'est qu'en sortant de là, les gens ont appris un métier, mais aussi appris à travailler en équipe. Donc, il y a des différents métiers spécialisés. Il en sort 3500 par année de ces écoles-là. Il y en a une dans la région, il y en a quelques-unes dans la région ici, il y en a à Montréal, il y en a dans 14 régions du Québec. Donc, l'idée, c'est d'aller voir ces entreprises-là puis de voir comment on pourrait collaborer ensemble pour recruter ces gens-là. Puis même si ce n'est pas dans ton industrie, je ne sais pas, supposons, j'ai une station de ski, bien, s'il y a une entreprise école qui forme des gens en horticulture, des gens qui aiment travailler en plein air, bien, peut-être que ça peut être un bassin de recrutement intéressant. D'autant plus qu'ils ne sont pas très loin. Clientèle judiciarisée, ça vous tente-tu? Moins de bon horaire, si jamais le sujet vous intéresse, allez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une entrevue avec une experte en intégration en milieu de travail des clientèles judiciarisées parce que chaque fois que j'en parle, je sens qu'il y a un malaise. Donc, vous allez voir l'entrevue, ça dure 30 minutes, et elle vous explique en détail comment ça fonctionne. Et ça va beaucoup rassurer. Puis ils sont très transparents. Donc, ils vont vous dire exactement c'est quoi le background de la personne, c'est quoi ses conditions, c'est quoi ses relations. Donc, vous embarquez dans une aventure, finalement, en bien encadré quand même. Donc, deux regroupements d'organismes qui peuvent vous aider pour tous ces bassins-là. On a le RSSMO, rssmo.qc.ca, qui regroupe une quarantaine d'organismes différents dans plein de régions. Ils ont même un nouveau programme qui s'appelle le projet FIT, un projet de stage. Ils vont rémunérer une certaine partie du salaire des gens. Et encore là, il y a de la formation. Et là-dedans, on parle de toutes sortes de clientèle. Ça peut être les jeunes, les vieux, les immigrants, les handicapés, les personnes avec des limitations, les personnes judiciarisées, cybercriminalité, cyberdépendance, c'est un peu pour les goûts. Et on a Axtra, qui est un autre regroupement d'organismes, qui fait la même chose. Donc, ça ne coûte rien de vérifier sur le site. Vous allez voir c'est quoi les organismes, c'est quoi leur clientèle, ils sont par région, par clientèle, c'est pour voir peut-être qu'on est prêt à aller là. Vous l'avez dit que c'est des bassins négligés, hein?
Les militaires, vétérans.gc.ca, vous pouvez afficher et recruter des militaires qui sont à la retraite. Je vous rappelle qu'un militaire prend sa retraite relativement jeune. C'est des gens, qu'on m'a dit, qui sont très obéissants. Donc, ils ont appris un métier, ils ont appris quelque chose, puis sont intéressés à intégrer le civil. Donc, ça peut être un bassin vraiment intéressant. Et finalement, vos employés. Qu'est-ce que vous faites pour aider vos employés à vous référer des gens? Le référencement, ça fonctionne. C'est quoi le pourcentage des diplômés qui ne postuleront pas chez un employeur où d'autres ont eu de mauvaises expériences, d'après vous autres? Combien? 95. Là, ce n'est pas eux autres qui ont eu une mauvaise expérience, c'est d'autres. Hein? C'est comme une rumeur qui circule. Un peu moins, mais quand même. Donc, plus que 2 sur 3 qui n'iront pas juste parce qu'ils ont entendu parler d'eux. Le pourcentage de productivité supplémentaire fourni par un candidat qui a été référé par un bon employé. Là, partez pas en peur, les entreprises qui investissent des millions pour aller chercher 10 de gain de productivité. Là. Donc, simplement parce qu'un candidat a été référé par un bon employé, ce candidat-là va être plus efficace de... Quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter la vie? Est-ce qu'il y en a qui ont des programmes de référencement ici? Ah, quand même, plusieurs. Bravo. Ça fonctionne comment chez toi? Oui? Bien, en fait, on donne une prime après 3 mois. C'est assez généreux comme prime. Il y a une prime après 3 mois, combien généreux? 2500. Ça marche. Les gens sont intéressés, puis répondent. Il y a même un de mes clients qui offre des primes généreuses comme ça, puis il y a des employés qui sont quasiment partis à un sideline avec ça. Crime, le gars, ça fait 15 membres de sa famille qui pourrait faire, tu sais. 2500, c'est bon, x 15, ouais, OK, pas pire. Donc, évidemment, il y a différentes façons de moduler ça. On peut récompenser les candidatures au fur et à mesure qu'ils arrivent. On peut, après ça, rajouter un montant après un certain temps, une période de probation. Il y en a qui font après 3 mois, 6 mois, 1 an, tout ça. Ça n'a pas besoin d'être monétaire non plus. Parce que peut-être que tu dis, ouais, nous autres, on n'a pas ce genre de budget-là, là, mais c'est correct aussi. L'important dans un programme de référencement, ça prend 2 volets. Il faut récompenser l'employé qui m'a référé, mais ça prend aussi un volet pour la personne qui a été référée. Un genre red carpet, fast track, VIP. Ça prend un privilège. Parce que vos employés vont vouloir vous aider, puis recevoir l'argent en plus, c'est cool, mais en même temps, ils veulent un incitatif supplémentaire. Grâce à moi, parce que je te réfère, oui, je vais recevoir de l'argent, mais tu vas avoir garanti une entrevue téléphonique. Il y a un de mes clients, c'est ça qui a décidé le privilège. Les autres, ils reçoivent des CV, puis il y en a qui ne rappellent jamais. Mais quand c'est un employé qui réfère quelqu'un, indépendamment de la candidature, il est garanti d'avoir au moins une entrevue téléphonique. Donc, un incitatif supplémentaire pour les employés, donc 2 volets là-dessus. Je vous l'ai dit, ce n'est pas besoin d'être monétaire. Il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois qu'ils mettent dans un chapeau, ils font un tirage 1 fois par mois, ils donnent un privilège, ça peut être un dîner à la cafétéria, ça peut être un billet de quelque chose, ou à la fin de l'année, ils font un tirage, ils font tirer un cadeau. Donc, d'autres même, c'est juste symbolique. Donc, à la fin de l'année, tous les ambassadeurs montent sur la scène, puis ça, c'est tous nos employés qui nous ont référé quelqu'un cette année, on les applaudit, on leur donne l'épinglette de l'ambassadeur, puis tout le monde est content. Fait que, tu sais, il y a différentes façons de moduler ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça fonctionne. Et quand un candidat a été référé par un employé performant, il est plus efficace. J'ai un autre de mes clients qui a décidé d'offrir des cartes d'affaires à tous ses employés. Est-ce que tous vos employés ont des cartes d'affaires? Oui, tout le monde? Oh, c'est ça, oui. Est-ce que tous vos employés ont des cartes d'affaires? Non, pourquoi non? Pourquoi non? Il y a sûrement une raison, vous ne le faites pas. Ça coûte cher? OK. Là, je ne dis pas d'en faire 5 000 par employé, on s'entend? OK. Il y a la notion de coût. Bénédicte, elle a fait ça sur des feuilles achetées chez Bureau en gros, là, des feuilles pré-perforées dans une imprimante laser. Le design a été fait in-house, vous pouvez remarquer, ce n'est pas un grand chef-d'œuvre. Donc, ce n'est peut-être pas si coûteux que ça.
L'autre fois, il y a un employeur qui me dit, écoute Stéphane, nous autres, il y a tellement de roulements chez nous que là, je passerais mon temps à donner des cartes d'affaires. Je dis, OK, on a un autre problème. Fait que, tu sais, c'est quoi le coût de ça? La beauté, c'est que vos employés, je ne veux pas vous décevoir, mais ils ont une vie à l'extérieur du travail. Hein? Ça arrive des fois qu'ils rencontrent d'autres mondes. Parce que des fois, les gens disent, mais tu sais, moi, mes employés, ils ne rencontrent jamais de clients ou je ne rencontre jamais personne. Bien, c'est pas vrai, ça. Je joue au hockey avec une gang de gars, on a du fun, on jase, comment ça va à job de ce temps-là? Ah, moi, mon boss de ce temps-là, là, il est rendu capoté. Moi, je pense que je veux partir. Attends un peu, man, je vais te donner ma carte d'affaires. Voyons, ta carte d'affaires, chauffeur de lift. Oui, prends ma carte d'affaires, man, puis appelle ma secrétaire, elle va te booker un rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites pour outiller vos employés à vous référer des gens? Bénédicte, elle m'écrit, elle dit, Stéphane, on l'a essayé. Il y a un employé, il venait dans mon bureau, il avait les larmes aux yeux. Elle dit, je fais quoi avec lui, là? Arrange-toi pas qu'il manque de cartes. Cette personne-là n'avait jamais été assez importante dans sa vie pour avoir une carte d'affaires à son nom. C'est la première fois qu'il y avait ça. Combien ça a coûté à Bénédicte? Pas cher. Retour sur investissement? À réfléchir. Donc, on a vu, d'abord, ça nous prend une offre différenciée, basée sur nos forces. Ensuite, on va identifier le profil qu'on a besoin, basé sur la donnée de nos performants. Maintenant, comment on va rejoindre ces gens-là? C'est quoi les stratégies qu'on va utiliser? Alors, chez Toys, on embauche, salaire minimum, horaire pourri, patron nul, applique maintenant. Pas sûr. Encore bienvenue, nous embauchons. Vous avez vu dans le parc industriel ici, il y en a plusieurs comme ça qui s'affichent. Quand tu es rendu à mettre une affiche permanente sur ton bâtiment, ça l'envoie un message. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais il faut juste être conscient du message que ça l'envoie. Donc, oui, ça peut être temporaire, oui, ça peut être un blitz, mais si ta source principale de candidats, c'est du monde qui ont rien d'autre à faire que de passer dans un parc industriel pour aller postuler, il faut se poser la question. L'autre fois, il y a un entrepreneur qui s'est payé un panneau lumineux sur le bord de l'autoroute. Tu sais, les gros panneaux, là? Combien de candidatures il y a eu? 0. Ça lui a coûté un bras. Ça n'a absolument rien donné, sauf d'autres amis qui ont dit « Hey, c'est cool ton panneau, hein, c'est le fun, une belle visibilité. » Oui, qu'est-ce que ça a donné? C'est ça, rien. L'Internet, évidemment, c'est un incontournable. Donc, le Journal des Affaires a demandé aux employeurs, c'est quoi le principal moyen que tu utilises pour recruter? Alors, Salon de l'emploi, 27 % chasseur de tête, 40 % ça fonctionne encore, certains postes, puis tout ça, il n'y a rien de mal à ça. Mais évidemment, quand on regarde tout ce qui est Internet, la page carrière de l'entreprise, 72 % les réseaux sociaux, 81 et les sites d'offres d'emploi, JobBoom, Jobilico, tout ça, 90 % Donc, on voit que l'aspect Internet, évidemment, est très, 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 très fort. Donc, si on regarde au niveau des médias sociaux, je vais vous présenter les médias sociaux les plus utilisés par les Z. Puis pourquoi je vous parle des Z? Bien, les Z, c'est ceux qui sont nés en 95 ou après. Donc, c'est les prochains à rentrer sur votre marché, dans vos entreprises. Donc, c'est quoi le premier réseau social le plus populaire auprès des Z d'après vous autres? C'est pas Instagram? C'est encore Facebook. C'est une enquête que j'ai faite en 2016 auprès de 350 jeunes Québécois, sondage en ligne et groupe de discussion. Et 61 % m'ont dit qu'ils l'utilisaient plusieurs fois par jour et seulement 4 % m'ont dit qu'ils l'utilisaient jamais. Le deuxième? C'est quoi le deuxième? Oui, c'est le média social en plus forte progression auprès des jeunes. 34 % en 2016 l'utilisaient déjà plusieurs fois par jour. Moi, je regarde les miens. Chez nous, présentement, ils ont migré maintenant sur Snapchat, ils ne sont plus sur Facebook. Ils sont encore sur Facebook parce que nous autres, on est là-dessus. Puis c'est ça le problème, en fait, c'est que les jeunes vont sur Snapchat parce que leurs parents sont tous sur Facebook. Fait qu'il y a des affaires qu'on savait qu'on ne sait plus. T'sais. Parce que la particularité de Snapchat, évidemment, c'est que tout ce qui est affiché là-dessus, vidéo, messages, photos, ça disparaît après un certain laps de temps. Et oui, on peut se servir de Snapchat pour faire du recrutement. Troisièmement, YouTube, c'est aussi un réseau social. Les gens font des commentaires. Évidemment, on peut se servir de YouTube pour faire des petites capsules vidéo, pour faire vivre aux gens l'expérience. « Hey, salut la gang! On se prépare à l'arrivée de Jessica qui s'en vient chez nous lundi. Regarde, toute la gang est là, on est prête. Wouhou! Salut, on t'attend, c'est cool! » Pouf, c'est parti.
Fait que, tu sais, ça aussi, ça l'envoie un message. Ça n'a rien coûté, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On peut même lancer le défi à nos employés, dire on aimerait ça mettre des capsules en ligne, mais là, on va engager un caméraman, rendre ça compliqué. Tout le monde a un téléphone. On fait un concours, OK, gang? On met un concours, une petite capsule de 30 secondes qui met en valeur ce que vous faites dans votre département. Puis là, on met ça en ligne, on fait un jury, puis on a une soirée de visionnement avec popcorn. On fait une thématique, puis on met ça en ligne. C'est cool, ça partage l'expérience, ça fait vivre aux gens ce que c'est l'expérience de venir travailler chez vous. Vous avez les autres losers? Instagram, qui n'est pas très loin, avec 8%. Mais on a Skype, 4%, Pinterest 4%, Twitter 4% et LinkedIn, 1%. Je vous rappelle qu'ils ont 23, 24 ans et moins. Mais, quel est l'avenir de LinkedIn? Je ne sais pas. Tantôt que quelqu'un venu nous en parler, j'imagine que c'est prometteur quand même. Il faut se poser la question. Moi, quand je suis sur LinkedIn, les enfants regardent ça, ils disent, ah, c'est ton enfant de vie, ça. Peut-être beaucoup d'amis là-dessus. Fait que, tu sais, si on veut viser cette clientèle-là de Z, peut-être qu'ils ne sont pas encore là-dessus. Mais peut-être que ce n'est pas cette clientèle-là que vous visez, puis c'est correct aussi d'aller recruter là-dessus. Ça fonctionne très bien. Évidemment, médias sociaux, quand on parle de ça, évidemment, il faut adapter le langage aux médias. On n'affiche pas sur Facebook comme on affiche dans le journal. C'est un langage, c'est une culture différente. On a deux exemples ici. Eux autres, là, Wanted, ils cherchent un shérif. Ils ne cherchent pas un superviseur ou un contremaître. Ils cherchent un shérif. Fait qu'ils ont pris le concept du truc du Far West, fait que Wanted, shérif, tout ça, puis boum. L'autre à côté, ils cherchent un king ou la queen du layout. Tu réfères ça 1 000 $ en certificat cadeau d'essence. Fait que, tu sais, c'est le fun. Puis là, je vous le montre. Pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je vous montre ces deux affiches, ces deux annonces-là? Parce que? Comment? C'est différent. Ça a attiré mon attention. Je trouve ça cool, je le partage. Qu'est-ce que les gens font, vous pensez? Ils font comme moi. Hey, c'est donc bien cool, ça. Je vais partager ça avec mes amis. Peut-être qu'un de mes chums va ramasser 1 000 $ en essence, puis il va peut-être m'en donner un petit peu, je ne sais pas. Tu sais. C'est le fun, c'est drôle, on partage. Fait que ça prend une occasion, ça prend un prétexte pour partager ce genre de truc-là. Vous connaissez le principe des réseaux sociaux, hein? Tout le monde a un ami, qui a des amis, qui a des amis, puis que si on affiche un poste, évidemment, on risque d'avoir une candidature. Et puis là, la question à chaque fois, c'est bon, comment on va gérer ça chez nous? Ça nous prend-tu un comité? Ça nous prend-tu? Vos employés sont déjà présentement, la plupart, sur des médias sociaux. Donc, pourquoi ne pas utiliser leurs médias sociaux? En fait, leur demander s'ils veulent vous aider. C'est une invitation. On aimerait ça que tu nous aides à recruter. Voici le genre de message que j'aimerais que vous partagiez sur vos réseaux sociaux, si ça vous tente. Il n'y a même pas d'obligation. Puis si vous regardez chacun de vos employés qui ont un réseau qui ressemble à ça, c'est pas long qu'on peut rejoindre vraiment un paquet de gens sans nécessairement vous enfarger dans les fleurs du tapis puis rendre ça compliqué pour rien. Je vous présente un top 4 d'un site Internet IN. On a vu la page carrière, c'est important. Moi, là, je me cherche du travail. Mon premier réflexe, c'est quoi? Je vais aller voir sur le web. Donc, première chose, ça nous prend un onglet carrière ou un onglet emploi dans la partie visible de votre page d'accueil. Pas caché dans à propos, dans contactez-nous ou dans le bas. Les gens passent en moyenne 7 secondes sur une page web. Si en 7 secondes, je ne suis pas capable de voir que je cherche du monde, je vais aller ailleurs. Ça, c'est vrai dans la version bureau. Ça va être vrai aussi sur la version téléphone de votre site web. Parce que depuis 2016, la plupart des gens, la majorité des gens font des recherches là-dessus. Dans ce site web-là, dans votre site web mobile, je suis aussi, tu dois aussi être capable de voir en 7 secondes où chercher des gens. Deuxième chose, on va mettre l'emphase sur les bénéfices au lieu des caractéristiques. Les gens cherchent à vivre une expérience. Alors, l'Équipoule est à la recherche de ramasseurs de volailles. L'emploi consiste à ramasser des volailles vivantes qui sont acheminées vers un abattoir. Ça va bien. Les candidats devront avoir, OK, des exigences en plus, une bonne dextérité, être en excellente forme physique et n'avoir aucun problème respiratoire. Oh. Aucune étude requise, OK, aucune exigence. C'est-tu de travailler en équipe, capacité de travailler des horaires variables, jour, soir, nuit. Aucun bénéfice. On ne me dit même pas que je passe mes journées des chips là-dessus. Là. Donc, évidemment, comment on va mettre ça en évidence? Bien, on va regarder ce qui nous différencie. On va dire
voici les bénéfices, voici les avantages. C'est comme si on a à vendre une voiture. On évidence les bénéfices, on ne peut pas nécessairement évidence les caractéristiques. Troisième chose, des témoignages photos, vidéos de vos vrais employés qui travaillent chez vous pour vrai. Sont-ils si laid que ça, vos employés? On peut voir du vrai monde. Ça peut être une photo, ça peut être une petite vidéo, des gens qui vous expliquent pourquoi ils sont contents de venir travailler chez vous. Et on peut faire aussi preuve d'humour, d'authenticité, donc les 5 choses que vous ignorez sur notre entreprise, des vrais ou faux sur notre industrie, 4 raisons pour déménager dans la région. L'authenticité, l'humour, ça fonctionne sur Internet, les gens vont partager, les gens vont trouver ça comique, ça envoie un message. Des moyens moins traditionnels. Commandite de 5 à 7 ou de conférences. Des stands dans des lieux publics. J'ai un employeur de la Côte-Nord, il est allé dans un salon chasse et pêche pour recruter. Puis là, et suivez-moi bien la logique en arrière de ça. Dans l'entreprise, il y a un club de pêche. Fait qu'ils se sont dit, on va aller se prendre un kiosque là, on va mettre nos tripeux du club de pêche dans ce kiosque-là, puis ils vont jaser avec le monde de quoi? De pêche. Puis le monde disait, hey, c'est drôle, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Ah, nous autres, on a un club de pêche, puis là, ouais, cherchez-vous du monde des fois? Ben oui, je cherche du monde. Ben écoute, je vais en parler avec mon beau-frère, ben écoute, qui cherche l'ouvrage. Ben parfait. Fait que, tu sais, l'idée, c'est dans ce salon-là, il n'y avait aucun recruteur, là. Il était tout seul là. Mais c'était cohérent avec leur affaire. Il y a un club de pêche, le monde tripe sur la pêche. Fait qu'ils sont allés voir des gens qui ont le même genre d'affinité, puis ils se sont dit, peut-être qu'on va pouvoir recruter comme ça. Affiches sur camion ou autobus, communiqué de presse, campagne radio, journée porte ouverte. Les journées porte ouverte, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pourquoi? C'est un one-stop shop. Je suis capable, en allant là, de voir l'environnement de travail, de rencontrer peut-être mon futur superviseur, de rencontrer des collègues, de passer l'entrevue et peut-être même d'avoir une réponse sur le champ. Puis même dans certains cas, c'est comme, peux-tu commencer tout de suite? Mais tu sais, c'est ça l'avantage d'une journée porte ouverte, c'est qu'on est capable de valider un paquet de choses en même temps. Donc ça fonctionne bien à condition qu'on soit capable de répondre à tous ces besoins-là. Articles dans des magazines spécialisés. Je ne sais pas si vous êtes dans une industrie, exemple, vous êtes une industrie de camionnage, bien, d'avoir un article sur une nouvelle technologie que vous avez dans vos camions, dans un article de camionnage, bien, ça vous positionne comme un employeur intéressant dans cette industrie-là. Conférences des dirigeants. Ça peut être des conférences dans les écoles, ça peut être des conférences dans différents événements. Si vous allez dans les écoles, il faut toujours penser valeur ajoutée. On ne va pas là pour faire un pitch pour recruter des gens, on va là pour donner des conseils aux jeunes. Moi, je fais passer beaucoup d'entrevues. Je vais vous présenter mes 10 trucs pour vous préparer une entrevue. Ça va vous intéresser, ça? Oui, c'est sûr. Je suis un employeur cool quand je fais ça. Ah ouais, c'est trippant. En passant, je cherche du monde, mais je ne suis pas là pour ça. Donc, c'est ça les trucs. Moi, quand je fais passer une entrevue, c'est ça que je regarde. Quand je analyse un CV, c'est ça que je fais. Donc, valeur ajoutée, positionnement, partenariat avec des écoles. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller sur mon site web dans la section publications, dans stéphanesimard.com. J'ai une douzaine d'articles, dont un sur les employeurs de choix pour étudiants. Alors, j'embauche seulement des idiots et des incompétents. Moi, j'aime ça être le plus futé dans le bureau. Ça va bien. Vous connaissez l'importance de la première impression? C'est une expérience qui a été faite. Ils ont fait passer des entrevues à des gens avec 2 intervieweurs. Une entrevue de 10-15 minutes. L'entrevue était filmée. Après l'entrevue, ils ont demandé aux 2 intervieweurs d'évaluer chaque candidat basé sur ces 11 critères-là. Ils ont demandé la même chose aux gens qui ont vu un extrait de l'entrevue. Les 2 groupes sont arrivés d'accord, sans se consulter, sont arrivés à la même évaluation, 9 critères sur 11. Combien de temps durait l'extrait vidéo? 10 secondes. La personne rentre, elle s'assoit, aucune question de poser, et les gens ont été capables d'évaluer de la même façon 9 critères sur 11 que ceux qui ont passé 15 minutes à passer l'entrevue. Donc, la morale de l'histoire, ce n'est pas d'arrêter de faire des entrevues. Mais si c'est votre seul moyen, peut-être que ce n'est pas suffisant. Alors, c'est quoi les meilleurs moyens pour prédire la performance? On va commencer avec le moins bon, puis on va finir avec le meilleur. Donc, c'est quoi le moins bon parmi les 7 qui sont là? Lequel le moins bon? C'est quoi la graphologie? C'est quoi? L'analyse d'écriture. C'est bon, ça? Non, c'est bon, rien. L'autre fois, j'ai vexé quelqu'un qui ne connaît pas la graphologie. J'ai vexé quelqu'un, mais c'est ça. Je ne peux pas contredire les gens. Il en reste 6.
C'est quoi le sixième moins bon dans cette section-là? Les références, peut-être. Comment? L'expérience. C'est assez surprenant, hein? Dans 3 des cas, l'expérience antérieure était un bon prédicteur de la performance future d'un employé. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde des CV? On regarde l'expérience. Puis qu'est-ce qu'on fait selon l'expérience? On le met dans la bonne pile ou dans la pas bonne pile. Dans seulement 3 l'expérience antérieure. Ce n'est pas parce qu'avant, tu as fait ça que nécessairement, ça va être performant chez nous. Je ne dis pas de ne pas le regarder, mais il y a des gens maintenant qui ne regardent même plus les CV. Ils regardent juste les coordonnées. Il en reste 5. J'ai entendu tantôt, c'est quoi l'autre après? Effectivement, les références. Donc, les références, c'est sûr qu'on est assez limité dans les questions qu'on peut poser et dans les réponses qu'on peut avoir. Genre, est-ce que vous le réembaucheriez? Oui, non. Est-ce que c'est vrai qu'il a travaillé chez vous? Ça ne peut pas valider bien plus que ça. Ensuite, il en reste 4. Lequel est le prochain? Test d'aptitude, non? L'entrevue non structurée. Donc, une entrevue, on essaie de faire ça relax, puis là, puis on a une liste de questions, puis là, de temps en temps, je pose la question la 2, après ça la 8, après ça la 12, puis on change selon l'humeur. Là, à la fin de la journée, j'ai passé 4 entrevues. Là, tu me poses la question, Stéphane, lequel on choisit? Bien là, attends un peu, je sais pas, là, lui, j'ai posé cette question-là. Et l'autre, c'est vrai, je n'ai même pas demandé cette question-là. Fait que là, on se retrouve à la fin de la journée à évaluer 4 candidatures qui n'ont même pas passé à travers le même processus. Donc, c'est pour ça qu'une entrevue non structurée n'offre pas un bon retour sur l'investissement comme ça. Il en reste 3 et les 3 sont presque sur un pied d'égalité. Test d'aptitude, ou test de compétence ou test psychométrique, entrevue structurée et simulation mise en situation. Quand vous voyez les pourcentages, c'est quoi votre réflexion? C'est vrai? OK, oui. Il faut en faire plus qu'un. Si tu te limites à 1, tu n'es même pas à 30 là. Fait que l'idée, c'est quoi? C'est d'en combiner quelques-uns. Peut-être tu vas vouloir faire une entrevue structurée, tu vas faire peut-être une mise en situation, puis tu vas vérifier les références ou tu vas regarder son expérience. C'est loin d'être une science exacte, le recrutement. Donc, plus qu'on peut combiner des sources, mieux c'est. 3 choses à faire avant, pendant et après l'entrevue. Est-ce que c'est stressant pour un candidat de passer une entrevue? Oui. Fait que toi, tu vas prendre une décision d'embauche alors que la personne est stressée. Est-ce que c'est optimal? Pas nécessairement. Donc, on va faire 3 choses. On va faire une chose avant l'entrevue. On va lui donner les questions qu'on va lui poser à l'entrevue d'avance. Oh, t'as un peu, Stéphane? Non. Nous autres, on aime ça des fois surprendre un peu. C'est correct, pas ça de toutes les données, mais donner au moins une question d'avance. Je donne quelques exemples. Va voir sur notre site Web, regarde les valeurs de l'entreprise et à l'entrevue, je vais te demander que tu me donnes un exemple où tu as déjà mis en application une de ces valeurs-là dans ton travail antérieur. J'arrive à l'entrevue. Première question en partant. « Salut Jonathan, ça va bien? Oui. Écoute, on s'est parlé, tu te rappelles, je t'avais demandé d'aller voir notre site Web. Ah, ouais, c'est toi ça qui m'avait demandé ça, hein? Un peu, c'est quoi déjà les valeurs? Shoot-moi ça, là, puis je vais te dire ça à peu près, là. Vous avez cette réponse-là en partant. L'entrevue va-t-elle être longue? Hey, Jonathan, je t'ai donné question. Tu veux-tu les réponses avec, là? L'autre fois, un employeur, il cherchait un directeur général pour une municipalité. J'ai dit, bien, pourquoi on ne donnerait pas une question en avance? Ouais, mais tu sais, non, regarde. Exemple, on veut revitaliser la rue principale du centre-ville. En 2 minutes, ce serait quoi ton plan d'action? Pensez-vous que dans la vraie vie, un directeur général va réfléchir à ça de même sans trop, en 2 minutes? Là? Non, ça demande de la réflexion, ça. Fait que tu poses cette question-là, la personne dit, écoute, hey, c'est une super bonne question, voici mon plan, de l'étape 1, étape 2, étape 3. Donc, en partant, déjà là, on est sur la bonne track. Pendant l'entrevue, évidemment, on écoute plus qu'on parle, ça, c'est relax. Et après l'entrevue, on va donner la chance à la personne d'apporter un complément d'information. La personne était stressée. Elle repart de chez vous, puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais là, tu arrives dans ton auto et tu te dis « Ah, tabarnak, j'ai oublié de dire ça. J'ai oublié de dire que j'étais bilingue. J'ai oublié de dire... »
Là, la deuxième question, finalement, j'ai-tu vraiment répondu? Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Donc, regarde, après l'entrevue, si ça te tente, tu m'envoies un petit message, tu m'écris, tu m'appelles pour un complément d'information, il n'y en a pas de problème. Tu trouves-tu des choses à améliorer? Puis, est-ce qu'on continue ou on arrête? Tu sais, quand tu embauches des gens pour travailler dans un abattoir là, à 3 degrés, tu as beau essayer d'expliquer à la personne le plus possible à l'avance de quoi ça a l'air. Quand elle le voit pour vrai, ça arrive des fois que l'entrevue n'est pas très longue. Alors, plutôt que de perdre notre temps, regarde, tu as vu de quoi ça a l'air? Est-ce qu'on continue ou on arrête? Bien, finalement, ce n'est pas ce que je recherche. C'est correct. L'autre fois, il y a un employeur qui me dit hey, c'est une bonne idée, Stéphane, on va faire le jeu des 7 erreurs. On va mettre 7 situations de danger, santé, sécurité, puis on va voir en faisant tourner s'il y en a qui les ont vues. Regarde, lâchez-vous lousse. Les 7 principaux irritants lors du recrutement pour un candidat, le premier, c'est le manque de communication. Le poste est affiché. J'ai postulé. Le poste n'est plus affiché. Est-ce qu'ils ont reçu ma candidature? Est-ce que le poste a été comblé? Est-ce que le poste a été annulé? Est-ce qu'ils ont rejeté ma candidature? Grande frustration. Et comme dans le marketing, on dit un client insatisfait en parle à plein d'autres, bien, en recherche d'emploi, c'est la même chose. Un chercheur d'emploi qui n'a pas une bonne relation avec l'entreprise prospectée, bien, il va en parler aux autres. Processus trop long. C'est pas grave si c'est long. Il faut juste garder le contact et la communication avec les gens. Écoute, tu n'auras pas de nouvelles avec nous autres avant 3 semaines. Il faut qu'on fasse telle vérification. Mais on reste en contact avec ces gens-là tout le long du processus parce qu'ils postulent ailleurs aussi. Divergence entre le poste et l'annonce. Des fois, on va être créatif, là, on trouve des postes cool, là, je ne sais pas moi, ingénieur de la salubrité. Mais si tu cherches un concierge, là, appelle les choses par leur nom. Il y a un mauvais déroulement, on était mal préparé, on n'était pas prêt. Moi, j'ai déjà oublié une candidate pendant 45 minutes à la réception chez nous. J'aurais jamais fait ça avec un client. Faire vivre l'expérience en entrevue, c'est quoi? L'accueil digne de votre meilleur client, des questions ouvertes, inhabituelles, des cheminements de carrière potentiels. Faire participer les employés. Est-ce qu'il y en a qui font ça, faire participer leurs employés? Oui, ça marche-tu bien? Très bien. Nous autres, chez nous, on faisait ça aussi. On faisait une entrevue structurée avec la personne aux ressources humaines. Puis après l'entrevue, je laissais le candidat seul avec un de mes employés qui occupe le même poste. Puis là, je disais à mon employé, tu réponds à toutes ces questions. « Ouais, mais qu'est-ce qui arrive? Ça me demande. » Tu dis la vérité. Et après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir cet employé-là. Tu demandes, puis qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu sais, ces gens-là travaillent avec ces gens-là. Puis honnêtement, souvent, c'est arrivé que je ne les écoutais pas, puis souvent, c'est moi qui se trompais. C'est loin d'être une science exacte. Et un cadeau, merci. Hey, merci d'être venu passer une entrevue chez nous. Non, Stéphane, t'es fou. Comment on peut se différencier des autres? L'expérience candidat, c'est important, qu'elle soit positive ou négative. Quand c'est positif ou négatif, il y a des gens qui vont encourager les autres à ne pas postuler. Il y en a qui vont partager ces médias sociaux, qui vont partager avec leur entourage. Il y en a qui ne seront même plus clients de l'entreprise. Et quand l'expérience est positive, les pourcentages sont encore plus forts. Donc, c'est important de vraiment faire vivre l'expérience comme il faut aux gens. Et puis, en terminant, je vous laisse avec des choses qui ne s'achètent pas. C'est un vieil article, mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas les chiffres, mais c'est le principe. Ils ont demandé à des gens de dire, s'il y a des choses qui changeraient dans ton travail, ça vaudrait combien pour toi? Si tu avais assez de temps pour faire ton travail, ça vaudrait combien? Donc, en la moyenne, les gens ont répondu, ça équivaut à peu près à 3 000 $ par année. Ne pas recevoir de demandes contradictoires, combien ça vaut? Ça s'en va en augmentant. 4 500. Varier les tâches, 9 000. Améliorer le climat de confiance, 12 000. Faire l'amour 1 fois par semaine? La logistique n'était pas claire là-dessus, par exemple. Mais tu sais, si on se concentre sur les choses sur lesquelles on a de l'impact, on réalise que devenir un employeur de choix, finalement, ça a une valeur monétaire pour les gens. Des fois, c'est des petites actions qu'on peut faire qui vont vraiment avoir un impact très, très grand au niveau des gens sans être obligé d'investir de l'argent et des ressources des grandes entreprises. Donc, je vous laisse avec 2 citations. Ce n'est pas ce qu'on sait qui compte, mais ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Donc, ce n'est pas ce qu'on sait, mais ce qu'on fait avec. J'ai partagé plusieurs idées, plusieurs trucs, donc je vous encourage à mettre en application au moins une petite idée d'ici 1 mois et faire du chemin là-dessus. Et n'oubliez pas que ce n'est pas le plongeon qui noie, mais le fait de rester sous l'eau. Merci beaucoup tout le monde.